La Corée du Nord annonce avoir réussi pour la toute première fois un test nucléaire de bombe à hydrogène. Si cette information est confirmée, ce serait donc une première. Pyongyang annonce vouloir poursuivre ces tests. Le président américain a présenté ce mardi une série de décrets pour contrôler les ventes d'armes à feu aux États-Unis. Le Congrès ne l'a jamais permis. Barack Obama va donc le contourner et prévient, les larmes aux yeux, le lobby des armes ne peut pas prendre le monde en otage. Et puis François Hollande a ouvert les commémorations des attentats de janvier. Ce mardi, le président de la République a dévoilé 3 plaques en mémoire des victimes de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. Charlie Hebdo qui paraît aujourd'hui pour un numéro spécial tiré à 1 million d'exemplaires. Bonjour et bienvenue sur France 24. Cette info, 2 dernières minutes pour commencer. La Corée du Nord a annoncé avoir réussi pour la toute première fois un test nucléaire de bombes à hydrogène. Un peu plus tôt, un séisme était détecté dans le pays d'une magnitude de 5,1 sur l'échelle de Richter. Il avait conduit les voisins de la Corée du Nord à conclure à une origine humaine de cette secousse. Pyongyang a donc fini par annoncer cet essai et en promet d'autres. Frédéric Ojardias, vous êtes le correspondant de RFI à Séoul. Vous avez écouté cette annonce des autorités coréennes. Qu'ont-elles dit précisément ? Oui, alors par cette annonce vraiment triomphale de la télévision nord-coréenne, le régime affirme avoir réussi, vous l'avez dit, à faire exploser avec succès sa toute première bombe à hydrogène, une bombe qui serait miniaturisée et dont l'explosion a eu lieu ce matin à 10h, il y a 3 heures donc. La bombe H, c'est une technologie très difficile à maîtriser. Cette annonce reste donc à vérifier. La prudence est vraiment de mise. Certains experts émettent d'ailleurs déjà des doutes parce que la puissance enregistrée de l'explosion serait trop faible pour avoir été provoquée par une bombe à hydrogène complète. Un tremblement de terre d'une magnitude d'environ 5 provoqué par l'homme a bien été enregistré par diverses agences et un séisme en surface situé tout près du site d'essai nucléaire nord-coréen de Punggye-ri. Alors cela confirme en tout cas qu'une explosion a bien eu lieu au même endroit, là où le régime a déjà mené 3 essais nucléaires, sans doute au plutonium, dans le passé. Mais aujourd'hui, c'est la toute première fois qu'il annonce l'explosion d'une bombe thermonucléaire. Le régime affirme ainsi avoir rejoint les rangs des grandes puissances nucléaires et il ajoute qu'il en a besoin pour se défendre contre le grand ennemi américain qu'il accuse de rassembler des forces hostiles à la Corée du Nord et d'utiliser l'excuse des droits de l'homme pour empêcher le développement du pays. Merci Frédéric Ojardias, correspondant de RFI à Séoul. Et nous reviendrons sur cette information dès que possible, cette annonce donc de la Corée du Nord qui déclare avoir réussi pour la toute première fois un test nucléaire de bombe à hydrogène. Donc. Je vous le disais en titre, Barack Obama a promis une série de décisions pour contrôler les ventes d'armes à feu aux États-Unis. Avec une série de décrets, le président américain va contourner le Congrès. Antoine Mariotti. Un président américain, la larme à l'œil. L'image n'est pas courante. Après de nouvelles tueries de masse dans des établissements scolaires ou universitaires ces derniers mois, Barack Obama est désormais décidé à se saisir du problème. À chaque fois que je pense à ces enfants, ça me met en colère. Et ça arrive aussi chaque jour dans les rues de Chicago. Le président a donc annoncé une série de mesures qu'il entend mettre en place par décret pour contourner l'obstruction du Congrès dominé par les Républicains. 230 agents supplémentaires vont notamment être recrutés pour faciliter les contrôles des antécédents judiciaires et psychiatriques de ceux qui veulent acheter des armes. Et les vendeurs aussi devront se plier aux nouvelles règles. Toute personne qui vend des armes devra avoir une licence et vérifier les antécédents des acheteurs, sinon elle fera l'objet de poursuites criminelles. Et peu importe que vous vendiez des armes sur Internet ou dans des foires spécialisées, ce n'est pas où vous le faites, mais ce que vous faites. 200 autres personnes vont être engagées pour lutter contre le trafic d'armes et un demi-milliard de dollars doit être débloqué pour aider les personnes qui souffrent de troubles mentaux graves. La NRA, le lobby des armes, est immédiatement montée au créneau. Elle soutient qu'aucune de ces mesures n'aurait empêché les tueries évoquées par le président. Certains républicains n'hésitent pas eux à dénoncer une attitude dictatoriale de Barack Obama avec ce passage en force.
Si un démocrate est élu à la présidence en novembre prochain, il devrait préserver ces décrets. Mais en cas de victoire républicaine, toutes ces mesures pourraient être immédiatement annulées. Alors comment ont réagi les Américains à ces annonces? Nos correspondants à Washington se sont rendus dans une armurerie. Reportage France 24 de Philip Crowder et Gallagher Fenwick. Pour ces jeunes, c'est la toute première fois. Alors forcément, il y a un peu de nervosité. Le président vient d'annoncer des mesures concernant la régulation des ventes d'armes à feu. Pas de quoi tempérer l'enthousiasme qui règne ici. C'est l'éclate, c'est vraiment super. Et pas de problème de sécurité tant que vous suivez les règles. Depuis notre arrivée sur place, il y a 1 heure, ce stand de tir ne désemplit pas. C'est l'un des effets inattendus des mesures annoncées par le président Obama et avec lesquelles certains des tireurs qui sont ici sont d'ailleurs assez d'accord. Dès que quelqu'un vous interdit quelque chose, vous en avez encore plus envie. Personne ne veut s'entendre dire qu'il ou elle n'a pas le droit de posséder cet iPhone ou cette arme. Les gens vont se la procurer. Donc, quand les politiques de Washington DC parlent de changer les lois, il y en a qui vont sans doute aller acheter une arme tout de suite, plutôt que d'attendre pour le faire. Barack Obama veut généraliser les vérifications des antécédents judiciaires et psychiatriques de tout acheteur potentiel. Ils devront être soumis à des questions comme celles auxquelles Ryan Granato doit répondre. Est-ce que j'ai déjà été condamné? Est-ce que je suis en cavale? Est-ce que j'ai déjà été interné en hôpital psychiatrique? Une vaste majorité des Américains sont favorables à des changements, mais sous certaines conditions. Je pense que c'est une bonne idée de combler les failles dans la législation. Je n'ai pas écouté tout le discours d'Obama, mais des changements sont nécessaires, c'est sûr. En revanche, ils n'ont pas intérêt à toucher au second amendement. Le droit constitutionnel à posséder une arme reste sacro-saint aux États-Unis. Les républicains accusent Barack Obama d'abuser de son autorité. Ils promettent que la justice ou le prochain président annulera les décrets qui viennent d'être promulgués. Au Venezuela, l'Assemblée a fait sa rentrée parlementaire en face du gouvernement chaviste de Nicolás Maduro. L'opposition de droite est désormais majoritaire au Parlement. C'est la première fois en 16 ans. La rentrée a été chahutée. Florent Rodeau. Une rentrée parlementaire pour le moins mouvementée. Au Venezuela, l'opposition prend ce mardi les rênes de l'Assemblée nationale, la seule chambre législative du pays. Une première depuis 1999, mais à l'image la veille du nouveau président de l'Assemblée, de nombreux députés se sont plaints d'avoir été empêchés de force d'entrer dans le bâtiment ce mardi. La police et la garde ne veulent pas nous laisser remplir nos mandats populaires. Pourquoi ne vous laissent-ils pas rentrer? Je ne sais pas, ils ne nous donnent pas d'explications jusqu'à ce que l'on s'énerve. Quelle est leur intention? Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, de quoi avez-vous peur? Quelques dizaines de minutes plus tard, les 167 députés se réunissent enfin dans l'hémicycle. Mais parmi eux, 4 ne reçoivent pas l'investiture du Parlement. 1 dans le camp de l'ancien gouvernement et 3 chez les antichavistes. 3 députés de moins qui font toute la différence et qui privent l'opposition d'une majorité des 2/3 des sièges qui lui auraient permis de convoquer un référendum ou même de réduire la durée du mandat du président. L'opposition a en effet remporté 112 sièges lors des dernières élections législatives, mais la formation politique du président Maduro, le Parti socialiste, a obtenu du tribunal suprême de justice la suspension de ses 3 élus. 1 an après les attentats de janvier 2015, François Hollande a inauguré mardi à Paris une semaine de commémoration, dépôt de gerbes, minute de silence. 3 plaques en mémoire des victimes ont été dévoilées. Retour sur cette première journée de mémoire avec nos confrères de France 2, Maryse Burgot et Jeff Wittenberg. C'est la façade des anciens locaux de Charlie Hebdo. François Hollande et la maire de Paris y dévoilent cette plaque en hommage aux 11 personnes abattues par les frères Kouachi. Une faute d'orthographe s'est glissée sur le nom de Georges Wolinski. Elle sera corrigée. Une minute de silence et des passants tenus à distance. Je tenais à venir. Pour Cabu et Wolinski, que j'aimais beaucoup. Même rituel sobre devant l'épicerie hyper cachère. 3 clients et un employé, tous juifs, y ont été tués par Amédi Koulibaly.
Loin des micros, François Hollande écoute les rescapés. Lassana Bathily serre une personne dans ses bras. Cet employé avait sauvé des clients en les cachant. On fait des cauchemars, mais quand même, moi, de mon côté, quand même, j'essaie de vivre une vie normale et on ne peut pas continuer à vivre dans la peur. Enfin, cette plaque en hommage au policier Ahmed Merabet abattu alors qu'il tentait d'arrêter les frères Kouachi dans leur fuite. Auparavant, François Hollande avait salué la mère et le frère du policier. La droite conservatrice polonaise tente de prendre le contrôle des médias. Les mandats des dirigeants de la télévision et de la radio nationale ont été annulés. Plusieurs journalistes évincés. Une dérive autoritaire qui inquiète. Voyez ce reportage de nos confrères de France 2, Amaury Guibert et Brice Boussouard. C'est la cible du pouvoir polonais. Le groupe de télévision publique est dans le collimateur et dès la nomination du nouveau gouvernement mi-novembre, le ministre de la Culture donnait le ton en direct sur le plateau du JT. Votre chaîne fait de la propagande depuis des années. Maintenant, c'est terminé. Et le Parlement a suivi en adoptant une loi qui place de facto les médias publics sous la tutelle du gouvernement. C'est lui qui a inspiré la réforme. Jarosław Kaczynski, chef de la droite conservatrice, pas un grand amateur de pluralisme. L'émission de ce présentateur célèbre, jugé trop critique, a déjà disparu des programmes. Contrôle des médias et contrôle de la justice. Avec une réforme de la Cour constitutionnelle, la démocratie polonaise est-elle en danger? C'est la crainte de ces dizaines de milliers de manifestants qui sont descendus à plusieurs reprises dans les rues du pays. Un mouvement citoyen spontané dont voici l'une des figures. Chez lui, en banlieue de Varsovie, Mateusz Kijowski compte les soutiens sur Internet. 54 000. Mais il ne cache pas son inquiétude. Il y a des menaces graves contre la démocratie. C'est comme enlever les boulons sur les roues d'une voiture. La voiture roule encore, mais il n'y a plus de protection. Quelque chose de grave peut arriver à chaque instant. Mais ces craintes ne sont pas partagées par toute la population. Nous, on est d'accord. On pense que ça va dans la bonne direction. Ceux qui sont au pouvoir ont été élus démocratiquement. Ils ont le droit de mettre en place les lois qu'ils veulent. Et la droite conservatrice ne dit pas autre chose pour justifier son action. En Arabie Saoudite, la tension ne retombe pas après l'exécution du dignitaire chiite Al-Nimer. Les manifestations de colère continuent dans le fief des chiites saoudiens dans l'est du pays. Autre conséquence, ce mardi, le Koweït a décidé de rappeler son ambassadeur à Téhéran. Florent Rodeau, Sanam Chantilly. Depuis dimanche, nombreuses ont été les voix à condamner l'attaque de l'ambassade saoudienne à Téhéran. Ce mardi, le vice-président iranien a pris la parole et a promis de faire toute la lumière sur cette affaire. Nous devons enquêter avec attention pour savoir qui est derrière cet acte et qui l'a laissé se produire. Dans la nuit de samedi à dimanche, lors du saccage de l'ambassade, 50 personnes auraient été interpellées par la police iranienne. Mais pour Riyad, ce n'est pas suffisant et le mal semble être bien plus profond. Ces attaques sont dans la continuité de la politique agressive du régime iranien dans la région. Son but est de déstabiliser la sécurité de la région et de propager le conflit. 3 jours après l'exécution du cheikh Al-Nimer, l'une des figures de la contestation chiite en Arabie Saoudite, les tensions n'en finissent plus de grimper dans la région. L'Occident craint qu'elles ne sapent leur effort diplomatique pour régler le conflit syrien. Nous voulons que les pays du Moyen-Orient aient de bonnes relations, car cela est absolument nécessaire pour résoudre la crise en Syrie. Le médiateur des Nations Unies pour la Syrie s'est rendu sur place pour évaluer la dégradation des relations. Après Riyad ce mardi, il sera à Téhéran et Damas dans le courant de la semaine. Avant de se quitter, je vous rappelle l'information principale de cette édition. La Corée du Nord a annoncé avoir réussi pour la toute première fois un test nucléaire de bombe à hydrogène. Il s'agirait, selon Pyongyang, d'une bombe miniaturisée. Un peu plus tôt, un séisme était détecté dans le pays d'une magnitude de 5,1 sur l'échelle de Richter. Il avait conduit les voisins de la Corée du Nord à conclure que cette secousse était d'origine humaine. Pyongyang a donc fini par annoncer cet essai via la télévision d'État et en promet d'autres. Le Japon évoque quant à lui une menace sérieuse pour la région. Plus d'informations dans nos prochaines éditions. L'information continue sur France 24.